Salut! Moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode de Je suis un podcast avec Judith, qui est orthophoniste, on reçoit Audrey Desaulniers, qui est une entrepreneure qui bégait, qui vit de sa passion, l'illustration scientifique. Audrey nous partage généreusement ses réflexions sur les thérapies orthophoniques qu'elle a suivies, son parcours scolaire, les relations de couple et le dating quand on est neurodivers. Audrey a également un autre accompagnateur dans sa vie qui est le TDAH, le trouble déficitaire de l'attention. D'ailleurs, cet épisode renferme un podcast dans un podcast. La psychologue Sophie Drapeau, qui a elle-même un TDAH, répond à certaines de nos questions sur le sujet. Finalement, une dernière petite chose, on voulait vous dire qu'on a eu des problèmes techniques, entre autres avec le micro de Judith. On s'excuse donc de la qualité réduite de son son et on espère que ça ne gênera pas trop votre écoute. Bon, j'arrête de parler et je vous laisse à l'épisode. Allô Geneviève! Salut Judith! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Audrey Desaulniers, une adulte qui bégait. Donc, c'est une invitée spéciale. On est super contente qu'elle soit là avec nous. Audrey est illustratrice scientifique et entrepreneur. Salut Audrey! Salut Geneviève! Oui, donc c'est ça, mais comme Judith l'a dit, je suis illustratrice scientifique. Dans le fond, j'ai eu un parcours assez éclectique. J'ai fait un baccalauréat en biologie, puis ensuite je suis allée étudier en illustration, puis c'est après ces études-là que j'ai décidé de marier ces deux mondes-là pour faire de l'illustration scientifique. Puis aussi, entre mes formations, j'ai été éducatrice scientifique dans les musées, donc j'ai fait beaucoup de prises de parole publiques justement dans ce contexte-là. Donc voilà. Ouais, t'as un parcours vraiment intéressant, puis j'ai super hâte que tu nous en parles plus dans notre épisode. J'aimerais aussi dire comment on s'est connus parce que je trouve ça super beau. Tu nous as découvert à la sortie de Je suis un podcast qui était le 22 octobre 2020 et tu nous as écrit pour nous dire que tu as beaucoup aimé notre podcast et aussi que tu es illustratrice scientifique, puis tu nous proposais de faire des infographies scientifiques sur le bégaiement, ce qu'on a accepté. Suite à ton courriel, j'avais proposé qu'on se rencontre sur Zoom pour qu'on parle un peu de ta proposition, qu'on apprenne à se connaître aussi, voir comment on pouvait collaborer. Puis on a jasé pendant plus d'une heure. Ça l'a cliqué vraiment rapidement. Je me reconnaissais beaucoup en toi parce que t'es une femme et tu bégais. Et aussi dans ta spontanéité. Là. Donc, je suis... on est vraiment, vraiment contente que tu sois présente pour cet épisode puis pour nous partager comment tu vis avec le bégaiement dans plein de sphères de ta vie. Oui, merci Geneviève. Mais c'est ça, moi aussi, en fait, j'avais écrit à Geneviève parce que j'avais vraiment trouvé que le podcast, ça représenterait un côté des personnes qui bégaient qu'on voit pas nécessairement souvent. Je trouvais que la façon que Geneviève bégayait, je trouvais ça doux à l'écoute, puis j'avais jamais vu vraiment ma façon de parler comme étant douce. J'ai toujours trouvé ça saccadé et tout, puis là
ça m'a vraiment fait réfléchir à comment que je peux parler moi aussi, d'avoir une approche plus douce, puis en tout cas, je trouvais ça super, même presque poétique, de la façon qu'elle parlait, fait que voilà. Donc, ça a vraiment été un coup de cœur de mon côté. Mais je comprends tellement, là, parce qu'Audrey, c'est vrai que Geneviève, je pense que tu reçois beaucoup de messages aussi, Geneviève, que les gens qui bégayent s'associent à toi ou, tu sais, aiment ça, t'entendre parler, puis du bégaiement, des fois de rire aussi du bégaiement. Je pense que tu reçois quand même des messages positifs à cet égard-là, hein? Oui, ça m'arrive depuis la sortie de notre podcast qu'il y a des gens qui m'écrivent pour me dire ce que vous venez de me partager, puis ça me touche énormément. Par contre, il y a toujours une petite voix en moi qui se demande, tu sais, quand on me dit que je bégaye doucement, je sais que c'est pas le cas tout le temps, tu sais, comme au début de cet épisode-ci, il y a quelques secondes à peine, je me sentais tendue, puis je sentais que je bégayais moins doucement que ce que j'aurais voulu. Puis j'apprends à accepter qu'on peut pas toujours être en contrôle de comment on bégaye. Puis des fois, je mets plus de « que je le voudrais, puis je suis en train d'y penser, mais je suis aussi en train de penser à comment je parle. Puis bref, peut-être que je digresse un peu, mais je suis en train de prendre conscience présentement que oui, je reçois des compliments, mettons, parce qu'on me dit que je bégaye bien, entre guillemets, dans certains épisodes, mais c'est vraiment pas comme ça dans la vie tout le temps. C'est vraiment pas comme ça dans tous les épisodes non plus. Fait que, des fois, je trouve que c'est pas... Tu sais, il y a pas une bonne façon de bégayer. Puis je veux être ouverte pour moi-même et pour toutes les personnes qui bégayent à toutes les formes que le bégaiement peut prendre. Puis il y a pas une forme qui est mieux qu'une autre. Je sais pas si vous me suivez. Oui, c'est clair. En fait, je disais beaucoup ça parce que ça m'a ouvert à une autre perception que moi, j'avais pas nécessairement du bégaiement, parce que j'ai rencontré quelques personnes qui bégayaient dans ma vie, puis à chaque fois que j'en ai rencontré, en fait, je pense que j'en ai rencontré peut-être 2 ou 3 dans ma vie, puis à chaque fois que j'ai rencontré des nouvelles personnes qui bégayaient, ça m'a juste apporté une perception plus positive, tu sais, puis chaque personne bégayait différemment, puis fait que c'est ça, c'était beaucoup pour dire vraiment que ma perception avait comme s'était changée, ouais. Puis tu sais, je pense aussi, juste pour terminer avec ce sujet-là, je pense que, tu sais, Geneviève, t'apportes beaucoup de bienveillance face justement à la parole, face à toutes les réactions qu'on peut vivre avec le bégaiement. Fait que je pense que cette bienveillance-là, on la sent dans ta voix aussi. Oui, ouais, c'est vraiment la bienveillance qui se ressent, ouais. Ah, ouais, ok. Je pense qu'il faut que je me réécoute des fois. Ah ouais, mais t'es vraiment hot, là, Geneviève. Ah, mon Dieu! Tu fais du bien. Elle fait du bien, cette fille. Mais... Ok, ben, je tiens juste à dire que je suis vraiment contente que la bienveillance ressorte de ma voix, parce que j'ai pas l'impression d'être bienveillante avec moi-même tant que ça, des fois. Là. Si on était dans ma tête, on pourrait voir comment ça m'arrive d'être anxieuse. Et que je voulais vous remercier, vous deux, parce que vous faites vraiment partie de cette richesse-là qui fait que j'ai tendance à être bienveillante envers moi-même. C'est grâce à des gens comme vous que je cultive cette bienveillance-là. Fait on s'inter-influence tout le monde. Puis je vous remercie vraiment d'exister. Oh, merci à toi, Cœur d'amour dans ce podcast. Je tiens à dire aussi souvent, comme pour cet épisode-ci, on s'est préparé une introduction pour commencer. Puis là, on est en train de pas la suivre du tout. Non, ce qui est super bien, mais ce moment d'amour partagé et improvisé. Oui, c'est ça la beauté des podcasts. On a cette liberté-là, tu sais, d'aller où ça nous mène la discussion. Mais si on revient, dans le fond, à notre plan, donc là, Audrey, on voulait justement entendre parler de ton histoire, de comment tu as vécu avec le bégaiement. Puis si tu veux peut-être nous parler de ton enfance, comment tu as vécu ça, là, le bégaiement, quand tu étais plus jeune. Oui, c'est ça. Ben, moi, en fait, j'ai vraiment eu
une très bonne enfance. J'ai commencé à bégayer à peu près en 2e ou 3e année du primaire. Ça me dérangeait vraiment pas. C'était pas quelque chose qui me dérangeait de bégayer, là. Par contre, ben, tu sais, je voyais que mes parents avaient l'air de s'en préoccuper. Donc, ils m'ont fait suivre une thérapie en orthophonie que j'ai suivie, je pense, peut-être quelques années. Ouais. J'étais pas mal neutre à propos de la thérapie. Je pense que étant enfant, tu sais, je voulais c'était le fun d'aller dans les séances de thérapie. Par contre, après ça, ben, il fallait que j'applique les trucs à chaque jour, puis faire des exercices aussi régulièrement. Puis ça, j'aimais pas nécessairement ça. Par exemple, de m'arrêter pour faire les exercices de parole, c'était pas vraiment ma tasse d'été. Puis, mais le pire, ça a été vraiment, ben, le pire dans mon enfance, mais qui était quand même bien, là, c'était de me faire reprendre par mes parents, tu sais, puis de me dire, parle plus lentement, t'aurais pu faire utiliser tes outils et tout. Donc, je me faisais reprendre par mes parents, tu sais, quand je bégayais, corriger tout, puis ça, j'aimais vraiment pas ça. Je suis vraiment quelqu'un de spontané. Aussi, je trouvais que parler aussi avec par exemple, tu sais, je me souviens que la thérapeute me disait de parler lentement, de prononcer des H, si on veut, avant certains mots, pour aider ma parole, puis je trouvais que ça enlevait un petit peu de spontanéité dans notre communication. Mais quand même, tu sais, c'est ça, j'ai quand même continué la thérapie, puis c'est ça, donc au primaire, ça a bien été. Je dirais que en 6e année, j'ai eu un exposé oral que là, ça l'a un peu plus accroché, là. Je me souviens, j'avais comme bûché sur un mot en particulier, je parlais de glucose, puis là, ben, glucose a juste pas sorti de ma bouche du tout. Puis, je me souviens pas si j'avais pleuré devant la classe. J'ai l'impression que oui. Donc, ça a été comme le premier exposé oral qui a vraiment été problématique pour moi. Tu sais, après ça, j'ai vécu de l'anxiété avant chaque exposé oral. Mais il y a quand même un de mes amis d'enfance qui était venu me voir après l'exposé oral puis qui m'avait dit « Audrey, c'était super bon, ton exposé, bravo », tu sais, mais je savais que ça avait pas été bien, mais j'avais juste été touchée par le fait qu'il était venu parler, puis non, c'est ça, j'ai jamais vécu d'intimidation, vraiment. Ensuite, au secondaire... Mais je peux-tu juste dire un point par rapport à ton exposé? Oui! Parce que dans le fond, ce qui est fou, là, c'est que tu te souviens encore le mot sur lequel t'as bégayé. C'est fou, hein? Le corps. Ah là, oui, je m'en souviens. Hein? C'est fou. Puis aussi, tu sais, la vision souvent des gens qui bégayent quand l'exposé, il y a eu du bégaiement, mon exposé était pas bon. Tu sais, pour toi, ton exposé est pas bon. Mais ton ami qui te dit « Ah, mais c'était bon ton exposé », parce que lui, peut-être la fluidité, il a pas tant... Il a entendu le bégaiement, mais il a pas mis l'accent nécessairement juste sur ça. Il a écouté, tu sais, le contenu que t'as dit, les informations que t'as données. Donc, tu sais, c'est ça, c'est de dire l'exposé pouvait être très bon quand même. Il était pas fluide, mais tu sais, c'est fou dans la tête c'est tout à fait typique, là. Dans une tête, quand on bégaye, ben, tout est pas bon. Tu sais, c'est pas bon, mon exposé. Ouais, exactement. Ben, c'est ça, c'est difficile, tu sais, surtout quand on bloque totalement, puisque là, ça nous empêche de continuer de faire l'exposé oral, là. C'est là que c'est... Ouais, je pense que beaucoup de personnes qui bégaient ont eu un moment comme ça où est-ce qu'ils ont eu un exposé oral plus difficile, là, mais oui, c'est ça, la perception est vraiment ouais, c'est ça, c'était vraiment, tu sais, je bégaye, c'est pas correct, tu sais. Ta perception était comme distorsionnée un peu. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que là, ça a commencé un peu à distorsionner ma perception
perception dans mes exposés oraux. Puis, donc... dernière chose que je veux dire aussi, là, tu sais que t'es pas la seule. Souvent, là, les gens là, adultes, leur premier souvenir de bégaiement, c'est dans un exposé oral. Ah, tu sais, comme c'est tu clair. l'as déjà vécu, tu sais, il y avait du bégaiement peut-être, tu sais, mais ton corps, on se souvient d'un exposé oral en particulier, puis t'es pas la seule que ça fait. Mm-hmm. Souvent, là, les gens, en tout cas, j'en ai quelques-uns, moi, des adultes là, que je vois en clinique, là, que c'est ça, ils se souviennent à cet exposé-là. Mais ça, c'est leur premier souvenir plus clair du bégaiement, ça. Ouais, ben c'est drôle parce que c'est vraiment des expériences qui sont assez traumatisantes. Puis le bégaiement, ça reste que ça peut être un handicap. Puis c'est des situations qui peuvent vraiment créer c'est ça, je pense, des traumatismes assez sérieux, là. C'est pour ça que c'est important, comme quand on est une personne qui bégaye, d'être bien accueillie dans la classe dans laquelle on est, puis d'avoir une certaine ouverture. J'étais curieuse de savoir, parce que là, on parlait de tes exposés, de ton rapport au bégaiement dans la classe. Est-ce que dans les thérapies que tu as suivies enfant ou avec ta professeure, il y a des éléments qui t'ont aidé? Est-ce que le sujet a été à aborder de front ou vous n'en parliez jamais du stress, de la gêne que ça peut occasionner? Bonne question. Je te dirais qu'en 6e année, non, j'abordais pas du tout le sujet du stress parce que j'en vivais pas beaucoup, puis je me souviens pas beaucoup, honnêtement, de cette période-là, à part de juste cet exposé oral-là. Mais par la suite, au secondaire, par exemple, j'ai recommencé à faire la thérapie quand j'ai eu un 2e exposé oral que là, justement, j'ai totalement bloqué, puis là, je me suis mis à pleurer devant tout le monde, puis j'ai comme faké en fait, j'ai fait semblant que j'allais m'évanouir juste comme excuse pour quitter la classe, là, mais tu sais, comme clairement que j'aurais pu juste quitter parce que je me sentais juste pas bien, tu sais. Mais après cette expérience-là, j'ai vraiment eu besoin d'aller consulter en orthophonie. Puis c'est là que justement la thérapie était vraiment axée sur mes exposés oraux. Là, je me préparais avec l'orthophoniste pour chaque exposé oral. Puis ça, ben, je pensais pas avant là, d'en parler maintenant parce que ça fait vraiment longtemps, mais ça a vraiment été bénéfique pour moi, cette 2e vague de thérapie-là, parce que, tu sais, je pense que quand t'es enfant, des fois, tu vois pas vraiment pourquoi tu ferais de la thérapie, tu sais, ça a pas beaucoup d'influence là, sur certaines personnes. Ben, je parle de bégayer, puis à l'adolescence, c'est vraiment difficile, fait que je pense... Fait que là, j'étais vraiment ouverte et tout, puis oui, puis ça faisait que mes exposés oraux étaient vraiment plus fluides, ce qui me rassurait beaucoup parce que c'était vraiment important pour moi à ce moment-là d'être très fluide, puis ben comme très fluide, juste fluide là. Puis ouais, par contre, au cégep, un peu plus tard, bon, je continuais de bégayer, puis mon bégaiement était rendu assez élevé. Puis au cégep, on a des tests de français, là, puis il y a aussi le test de français oral. Puis bon, je dis ça parce que tu parlais, Geneviève, si il y avait par exemple un accueil dans la classe ou quelque chose comme ça, mais j'avais une de mes professeurs qui se demandait comment qu'elle allait me noter à cause que justement il y avait un des critères, tu sais, que c'était fluidité ou quelque chose comme ça, là, puis là elle savait pas comment me noter, puis là elle avait justement laissé paraître cette insécurité-là qu'elle avait par rapport à moi, puis ça m'avait vraiment beaucoup affectée, là. Je me sentais pas nécessairement bien accueillie, mais en même temps, tu sais, elle a vraiment pris le temps de vraiment se demander ces questions-là, puis finalement ça a bien été, là, mais ouais, j'imagine ça a été plus difficile. Comme je comprends son raisonnement et son doute dans le sens que le bégaiement, on n'est pas habitué à ça, on connaît pas bien ça, puis les gens sont pas sensibilisés souvent. Mais pour moi, ça m'apparaît absurde maintenant. Ça serait comme dire... Parce que si elle avait vraiment su ce que le bégaiement était, ça serait comme dire faut que je t'évalue dans ton cours d'éducation physique.
Mais là, t'as la dyspraxie, puis je sais pas comment évaluer ta démarche si elle n'est pas tout à fait dans la norme. Ça serait comme absurde, tu sais. Ben, on s'attend pas... Je sais pas si la dyspraxie, ça peut s'appliquer pas mal à la marche, si je dis que tu connais en fait, quelque chose. C'est comme un trouble de développement de la coordination. Maintenant qu'on va dire un TDC, je pense. Mais c'est ça pour certains enfants ou adultes aussi. C'est que maintenant, on les diagnostique plus, ce genre de difficultés-là. Je pense, en tout cas, là. Fait que, oui, c'est ça. C'est comme si on utilisait la même façon d'évaluer la personne, mais si elle a une différence, on pourrait pas utiliser la même façon de l'évaluer, tu sais. Fait que c'est comme si, un enfant qui avait des habilités motrices moins bon équilibre, tout ça, à cause qu'il y a un diagnostic précis, là, ben là, c'est ça, c'est comme si ça lui nuirait finalement, tu sais, par mais c'est ça, mais alors que c'est pas ta faute, puis qu'on demanderait pas à quelqu'un de faire autant d'efforts pour la même chose. Ouais, puis je pense que, tu sais, les professeurs aussi, les enseignants, je pense qu'ils sont pas vraiment, pas assez formés sur c'est quoi le bégaiement et tout, ou d'autres troubles de langage possiblement, ou d'autres troubles de parole, parce que le bégaiement, c'est un trouble de parole. Ben, peut-être aussi que ça fait que ils ont leurs outils typiques, là, puis dans le fond, ils savent pas justement comment mesurer ça, puis ça arrive souvent, moi je l'entends souvent, que soit que les élèves qui bégayent vont pas avoir une bonne note sur la partie aisance ou fluidité là, de la parole, fait qu'ils ont vraiment pas une bonne note, mais tu sais, c'est ça, c'est comme vraiment pas juste, parce que... Mais non, genre, juste, c'est quelque chose que tu contrôles pas, tu sais, c'est comme... Non, c'est... Ouais, ben, en tout cas, finalement, moi, je pense que j'avais eu une note correcte, là, tu sais, mais ça, il faudrait, comme, automatiquement, comme, enlever ce critère-là de fluidité, là, ça n'a pas rapport, vraiment, là. Ouais. Je sais qu'il y a des profs qui doivent sûrement très, très bien le faire, là. Tu sais, comme, justement, la professeure, elle a pris le temps d'en parler, de voir comment je vais noter ça, tu sais. Je pense qu'il y a des professeurs qui le font très bien, mais peut-être qu'il y a des professeurs qui prennent tout, comme... au pied de la lettre, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais dans le sens que ben là, la fluidité, elle est pas là, 0 sur 10, disons, tu sais. Mais là, wow. Il y a justement une de mes très bonnes amies qui est professeure au primaire et qui m'a raconté récemment qu'il y a un de ses élèves dans sa classe qui bégait, puis elle m'a dit que parce qu'elle me connaît, elle savait beaucoup plus quoi faire, et que ce jeune-là est venu la voir et qu'elle lui a dit... moi, je m'en fous. Si tu bégayes, ce qui compte vraiment, c'est le contenu de ta présentation. Puis je vais absolument pas regarder si tu bégayes ou pas. Puis ça m'avait vraiment tout touché. J'étais contente qu'elle me partage ça. Ça l'avait fait ma journée. Et plus encore. Mais ça. J'aimerais aussi qu'on parle de tes expériences professionnelles. Je sais qu'avant d'être illustratrice scientifique, tu étais éducatrice dans les musées. J'ai trouvé que c'était particulier parce que tu m'avais aussi dit dans notre rencontre préparatoire que tu avais eu tendance dans ta vie à te pousser hors de ta zone de confort, comme si tu voulais te prouver que tout en bégayant, tu pouvais prendre la parole devant public et tout. Pour moi, c'était le contraire, là. J'ai évité complètement jusqu'à ce que j'accepte mieux. Puis j'aimerais ça que tu nous parles, c'est ça, de comment ça s'est passé à ton travail comme éducatrice dans les musées où tu avais à donner tes présentations, faire des spectacles même. Oui, ben c'est ça, en fait, c'est que j'ai été éducatrice scientifique dans différents musées, puis dans le fond, il y a peut-être 5 ans, donc quand j'ai commencé à travailler à un certain endroit, c'est ça, je faisais un spectacle en fait sur les paresseux. C'est vraiment intéressant parce que c'était vraiment un spectacle qui était immersif en fait, dans lequel on imitait parfois les paresseux jusque dans leurs gestes. On racontait une histoire qui était vraiment très très bien écrite. C'était sur de la musique et tout, donc il fallait vraiment, tu sais, y aller au rythme du paresseux, qui est un rythme très très lent. Puis tu
sais, je trouvais ça vraiment intéressant, justement, parce que dans les techniques d'orthophonie, justement, dans les outils, mais il y en a un, tu sais, que c'est de ralentir ta parole, de parler avec plus de douceur et tout. Puis je trouvais que ça fonctionnait très bien avec ce spectacle-là sur le paresseux, justement, tu sais, où est-ce qu'on voulait inciter les gens à ralentir, à prendre leur temps de faire leur visite et tout. Puis c'est ça, puis cette année-là, justement, c'est quand même une drôle de coïncidence, mais c'était vraiment c'était dans les premiers mois, tu sais, que j'étais engagée. Puis je travaillais aussi avec une autre personne qui venait juste d'être engagée, qui bégayait aussi. Donc, on était... Wow! Ouais! Fait que c'est ça, fait qu'on était les deux nouvelles, en fait, à bégayer, tu sais, puis donc c'est ça, puis dans le fond, c'est que pour faire ce spectacle-là, je me suis fait coacher aussi par une comédienne qui m'a vraiment montré comment bien me présenter, tu sais, comment bien parler et tout, tu sais, fait que ça a été vraiment super formateur. Puis on faisait à peu près, c'était 2 représentations par heure. Il me semble, je me souviens plus, peut-être ça. En tout cas, par heure ou par jour? Par heure. Okay. Oui, c'était comme par jour. C'était comme des petits spectacles genre de 20 minutes, tu sais, mais c'est ça, tu sais, c'était dans un auditoire de à peu près une centaine de personnes, puis on était vraiment là dans le milieu, tu sais, puis c'était quand même intimidant au début, tu sais, parce que on n'avait pas de déguisement. L'attention était vraiment sur la salle, tu sais, qui était éclairée différemment avec la musique, mais surtout sur le compteur, tu sais, fait que c'est ça, fait qu'on racontait une histoire, puis c'était intéressant, intéressant, je trouve, de faire ça, parce que aussi, on savait notre texte vraiment par cœur, donc toute mon attention était vraiment sur la parole, puis le lent, tu sais. C'était vraiment folle. J'en parle, puis je suis comme encore vraiment comme enthousiasmée de ce projet-là, parce que oui, mais faut dire qu'au départ, tu sais, j'en avais pas fait de grandes prises de parole publique comme ça avant, puis quand j'ai été prise pour cet employeur-là, j'étais tu sais, j'étais correcte avec le fait de faire, tu sais, les tâches normales, mais le spectacle, tu sais, j'ai comme dit oui parce que je venais juste d'être prise et tout, mais intérieurement, je suis comme, oh my god, qu'est-ce que ça va être? Puis finalement, ça s'est tellement bien fait, tu sais, ça a été vraiment graduel, on s'est entraîné, tu sais, puis quand il y a eu la première, on était vraiment bien rodés, vraiment bien, en tout cas, moi, j'étais vraiment prête, puis ouais, ça a été un bel été pour ce spectacle-là. Ouais. Puis tu disais aussi, Audrey, que le fait d'avoir la parole de paresseux, là, tu sais, d'avoir comme les gestes, ça fitait, on s'en parlait hors enregistrement, que ça fitait avec tes techniques de fluidité que tu avais apprises. Oui, exactement, mais c'est ça, tu sais, je trouvais ça vraiment facile d'intégrer les techniques de fluidité, justement, dans ce contexte-là, parce que là, c'était ça le concept, c'était de prendre son temps. Fait que c'était plus facile parce que moi, dans la vie de tous les jours, tu sais, je parle vite, je parle rapidement, mais là, c'est vraiment un bon contexte d'application. Ouais. Est-ce que tu as parlé du bégaiement avec ta collègue qui bégayait aussi? Oui, on s'en était parlé, ouais, justement, puis ouais, je me souviens parce que c'était comme une des premières personnes que je rencontrais, tu sais, qui bégayait, fait que ça m'avait vraiment fait du bien de voir ça, tu sais, puis d'être avec quelqu'un d'autre aussi, parce que pour moi, c'était une grosse expérience, tu sais, de commencer à faire un gros spectacle comme ça, là, puis d'être comme lancé là-dedans, là, fait que oui, c'est ça, on s'en était parlé, puis oui, je pense que, ouais, c'était vraiment rassurant d'avoir quelqu'un qui vivait un peu des trucs similaires. Ouais, c'était comme un cadeau de la vie dans cette situation nouvelle. C'est très cool.
j'aimerais maintenant parler d'un autre sujet qui touche beaucoup les jeunes adultes et les adultes qui bégayent en général. C'est le sujet des relations amoureuses. J'aimerais ça que tu nous parles de comment ça se passe pour toi, comment ça s'est passé avant. Là, je sais que tu es en couple maintenant et que tu as beaucoup de choses intéressantes à nous partager là-dessus. Oui, ben c'est ça. En fait, ben moi, j'ai pas eu de relation amoureuse avant mes 17 ans. Là. Je dirais que c'est ça, avant d'avoir ma première relation amoureuse, puis même après, j'avais vraiment beaucoup de problèmes à aborder les gars, puis pas juste dans un contexte de date ou quelque chose comme ça, là. C'était juste de parler avec des gens qui m'intéressaient en général, qu'est-ce que ça soit relation amoureuse ou non, ben il y avait comme beaucoup de barrières. Dans le fond, j'ai vraiment développé une anxiété sociale quand même assez, comme moi, que je trouve qui m'affecte beaucoup dans ma vie, même si ça paraît pas nécessairement. Mais oui, c'est ça. Donc, j'ai comme eu toujours un peu de difficulté, en fait, à comme entrer en contact avec les gens à cause de ça, à avoir des relations un à un avec quelqu'un. Comme ça, c'est quelque chose qui va me causer comme de l'anxiété, en fait, plus que dans un groupe, parce que dans un groupe, ben, la pression de parole est sur différentes personnes. Puis quand la pression de parole est sur moi, là, je deviens très, très tendue. Puis bon, je pense que cette anxiété-là, ça vient vraiment beaucoup du bégaiement, là. C'est tout relié avec la parole et tout. Donc, ouais, c'est ça. Mais par contre, quand j'ai commencé à avoir un chum, ben, tu sais, ça a comme bien été, tu sais, les relations amoureuses que j'ai eues ont comme, la plupart du temps, été vraiment comme dans le respect, puis les gens étaient vraiment comme acceptants de mon bégaiement, tu sais, puis ça a jamais été de problématique. Puis sinon, ben c'est ça, en ce moment, ben je suis en couple, tu sais, puis ça va super bien. Mon chum, par contre, est anglophone, donc des fois ça ajoute un certain défi dans la communication, dans la parole. Par exemple, ben je pense qu'on sait, tu sais, quand on est montréalais, par exemple, puis qu'on parle souvent anglais-français, ben souvent on va se mettre à parler très franglais, à ne pas avoir un français parfait, à chercher ses mots aussi en français, comme en anglais aussi. Fait que ça fait que des fois, quand je parle, je trouve ça difficile d'être concentrée sur qu'est-ce que je vais dire, sur essayer de trouver aussi le mot en français, puis sur ma fluidité. Fait que, tu sais, ça fait que en tout cas pour moi, comme le fait d'être bilingue dans la vie de tous les jours, je trouve que ça rajoute un peu un certain poids, puis des fois ça peut diminuer un peu ma confiance en ma parole. Donc, est-ce que tu trouves que tu bégais plus en anglais, en français, ou quand tu essaies ou justement quand tu sens que tu cherches les mots quand tu essaies de parler? Oui, ben en fait, avant, là, je bégayais plus en anglais. Maintenant, je vois moins de différence, vu que je parle souvent en anglais, puis au pire, ben je vais changer en français, tu sais. Mais ça fait que je change anglais-français très facilement, mais que je garde pas un langage en particulier. Je comprends. Tu dis, mettons, tu dis, je parle juste en français, mais là, tu te rends compte que, il y a des mots en anglais qui vont arriver, c'est sûr. Oui, c'est ça exactement. Fait que ça reste, ouais. Ce serait comme plus compliqué, tu trouves, avec les deux langues, avec le bégaiement, versus t'avais juste une langue, mettons. Ouais, c'est ça exactement. Mais tu sais, comme aussi, ben, je pense qu'on allait en parler de toute façon, mais je suis aussi TDAH. Puis bon, quand on est TDAH, ben, il y a certaines personnes qui ont bon, je me souviens pas du terme, là, une mémoire vive, mais non, une mémoire de travail. Exactement. La mémoire de travail parfois est moins élevée, donc ça fait que on peut pas nécessairement comme avoir autant
d'éléments en mémoire en même temps. Donc, par exemple, tu sais, quand je parle, puis qu'il faut que je me concentre et sur la langue, et sur la fluidité, et sur parler, et sur la fluidité, et sur qu'est-ce que je vais dire, ben ça prend beaucoup d'énergie pour moi parler. Des fois, là, ça l'augmente comme le degré de difficulté, j'ai l'impression. Là. Ouais. Ouais, parce que c'est ça, quand on parle et qu'on ne bégaye pas, on a... Ben, en fait, chaque personne, quand on parle, on a une quantité d'énergie et de concentration qui est limitée. Puis quand on bégaye, on a déjà une portion de cette énergie-là qui est prise. Fait qu'on en a déjà moins que la plupart des gens parce que notre parole est pas automatique. Puis je sais pas pour toi, mais même moi, quand j'ai pas de moment de bégaiement, j'y pense pareil, tu sais. C'est comme, c'est tout le temps là. C'est pas automatique, même si le bégaiement paraît pas. Donc, toi et moi, qui sont des personnes qui bégayent, notre concentration pour parler est moins que les gens qui bégayent pas. Avec un TDA, que je me soupçonne d'avoir aussi, je pense qu'il faudrait que j'aille faire des tests ou whatever, mais avec un TDA ou TDAH, on en a moins. Puis là, si t'ajoutes là-dessus une autre langue, que, mettons, tu parles pas souvent ou je sais trop quoi, mais ça prend, tu sais, t'as besoin de ta concentration pour parler cette langue-là aussi. Puis là, en plus, faut penser à ce que tu vas dire. Fait que, oui, c'est comme dans le fond, quand on parle, là, c'est du multitâche, même si on fait juste parler et pas faire autre chose. Bref, voilà, donc ça explique pourquoi c'est difficile. Tu sais, plus t'ajoutes des couches de complexité, plus c'est difficile. Puis ça explique pourquoi le bégaiement varie aussi. Tu sais, plus la tâche est complexe sur un système de la parole qui est fragile, plus il y a de chances que ça se manifeste. Donc, Audrey, peux-tu nous parler un petit peu, toi, de ton diagnostic de TDAH que tu as eu, comment tu l'as eu, puis peux-tu nous parler un petit peu plus en détail de ça? Oui, bien sûr, ben c'est ça. Dans le fond, si on part du début, là, au secondaire, j'étais bonne à l'école, sauf en mathématiques. Puis moi, je voulais vraiment aller étudier en sciences, c'est vraiment un but que j'avais. Puis je vais être biologiste marine, là, des pieuvres géantes du Pacifique. Là. Depuis que j'étais jeune, là, je voulais faire ça. Wow! Quel beau rêve! J'adore! Ouais, ben, c'est ça, comme, le rêve s'est un peu transformé avec le temps, là, mais bref. Ça pour dire que j'avais des difficultés en mathématiques, puis je voyais que il fallait que je sois meilleure en mathématiques parce que, comme, j'allais pas survivre au cégep, puis dans mes mathématiques enrichies et tout. Puis là, justement, j'étais en maths 436, qui était les mathématiques enrichies dans mon temps. Puis, ouais, c'est ça. Puis, dans le fond, moi, je travaillais beaucoup, puis je voyais pas les résultats du tout. Donc, en fait, c'est mon psychologue du temps qui m'avait conseillé d'aller consulter une neuropsychologue pour me faire, pour passer des tests. Donc, j'ai comme été diagnostiquée TDA très faible. J'étais comme vraiment comme sur une limite, là, apparemment, là. Donc c'est ça. Puis ensuite, je me suis fait prescrire de la médication par la suite. Puis ça m'a vraiment beaucoup aidé. Ça m'a vraiment aidé comme au niveau de mon attention. Dans le fond, mais je disais que je suis TDAH parce que maintenant, j'ai l'impression que que quand on diagnostique les gens, ben on met TDAH ensemble maintenant. Ça se peut-tu? Je m'y connais pas assez pour dire. Il faudrait demander faudrait qu'il y ait une neuropsychologue qui vienne sur le podcast pour nous expliquer les dernières. Oui, c'est ça. Les diagnostics changent. Ouais, exactement. Puis tu sais, en fait, c'est que aussi avec le temps, j'ai l'impression que la partie hyperactive, c'est que j'ai pas été diagnostiquée. Ben genre hyperactivité puis impulsivité a quand même augmenté aussi, là. Fait que tu sais, c'est des traits que j'avais pas avant, là, qui se dévoilent avec l'âge adulte. Puis aussi, ben, j'ai l'impression que quand on est plus jeune aussi, puis quand on est une fille aussi, des fois, on a tendance un peu plus à camoufler ces
ces traits-là, tu sais, hyperactifs. Donc, ouais. OK. Parce que, je pense que, à moins que je me trompe, là, faudrait que je demande à des collègues aux psychologues, mais tu sais, TDA, c'est vraiment comme quand la personne, elle est inattentive. C'est vraiment ça la majeure partie du problème, et puis ça nuit à son fonctionnement. Puis le H, l'hyperactivité, c'est vraiment avec, tu sais, la difficulté à contrôler au niveau moteur, tu sais, se lève de sa chaise, va bouger beaucoup. Tu sais, des enfants là, qui sont tout le temps en train de t'abonner quelque chose, là, ou tu sais, il y a vraiment un besoin. Là, tu sens que l'enfant, là, il faut qu'il bouge, c'est malgré lui, tu sais. C'est un peu ça le H. Fait que là, tu dis que quand tu étais plus jeune, tu n'avais pas ça, mais en vieillissant, tu sens quand même que tu as peut-être un petit H. Ouais, c'est un petit H qui se développe, mais tu sais, peut-être pas problématique non plus, là. Non, c'est ça, sauf que je disais H parce que je croyais que c'était rendu un seul terme maintenant, là, de ce que j'avais vu comme récemment, là, mais ouais. Ouais, faudrait aller questionner. Faudrait aller voir. Donc là, dans notre conversation, on parle de TDAH, mais aucune de nous n'est spécialiste de ce sujet. Comme vous voyez, ou comme vous entendez plutôt, on se pose bien des questions. Donc là, on va prendre une petite pause dans notre conversation et je me retrouve comme dans un podcast avec une psychologue qui s'appelle Sophie Drapeau et qui travaille entre autres avec des personnes présentant un TDAH. Elle a aussi elle-même un diagnostic de TDAH. Voilà, donc salut Sophie et merci beaucoup de te joindre à moi pour cette capsule sur le TDAH dans notre épisode. Ben salut, ça me fait plaisir de faire partie de cette capsule dans cet épisode. Je vais essayer d'être bien attentive à ce que tu me dis là, parce que je peux décrocher là, par bout dans l'entrevue, étant donné que je suis affectée de TDAH. C'est parfait parce qu'on veut que dans notre podcast, on veut présenter en fait toutes les formes possibles que la communication peut prendre, que ça soit du bégaiement ou un TDAH ou d'autres choses. Donc, on est vraiment content en fait que tu fasses partie de la neurodiversité toi-même. C'est super beau, je trouve. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu nous éclaires un peu en nous expliquant qu'est-ce que le TDAH, au fond? Oui, ben le TDAH, on entend beaucoup parler de ça. Ça veut dire, tu sais, donc TDAH. En fait, le traduction, là, c'est trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Puis, bon, la personne qui a un TDAH, ben, c'est vraiment une personne qui a des problèmes persistants d'inattention, persistants d'hyperactivité, d'impulsivité, tellement que ça interfère sur son fonctionnement en général, puis dans toutes les sphères, là, sociales, personnelles, au travail, tout ça. Faut que ça soit quand même, tu sais, on peut tous être un peu inattentifs, un peu impulsifs ou tout ça, mais sans avoir nécessairement le diagnostic comme tel. C'est un trouble neurodéveloppemental. Ça veut dire que il se présente dès la naissance, si on veut. Il est là, mais les manifestations vont se présenter, disons, avant l'âge de 7 ans. Tu sais, c'est au moment où l'enfant grandit, puis que là, il y a des exigences de l'environnement, d'apprentissage, d'interaction, tout ça. Puis là, on va pouvoir voir des symptômes de TDAH. Donc, de ce que je comprends, le A dans TDA réfère à l'attention ou l'inattention, puis le H réfère à une difficulté de contrôle au niveau moteur, à l'hyperactivité. Est-ce que c'est bien ça? Ben oui, c'est à peu près ça. Le A, ça réfère effectivement à de l'inattention. La personne qui a un problème persistant d'inattention, ben elle n'arrive pas à
inhiber ou contrôler ses pensées. Donc, elle peut être en pleine entrevue là avec quelqu'un, mais il y a plein de petits pop-up d'autres pensées dans sa tête qui émergent. Donc, des fois, elle sera pas toujours attentive à ce qui se passe dans l'entrevue. C'est un exemple. Il y a, tu sais, quand t'es inattentif aussi, t'as de la difficulté à faire la distinction entre ce qui est pertinent ou non pertinent là, dans ton environnement. Ben c'est ça. Quand t'as de l'inattention, t'as de la difficulté à prêter attention aux détails, tu fais des fautes d'inattention. Tu sais, ce que je vois souvent avec les enfants, c'est que, par exemple, ils vont dire 4 plus 4, 8, mais ils écrivent 6. OK. Donc, on voit très bien que il sait le raisonnement, tout ça, mais là, la réponse ne va pas être bonne dans son travail parce qu'il a écrit 6. Il y a aussi que les personnes inattentives, elles ont du mal à soutenir l'attention longtemps. Donc, elles sont capables de faire des activités, là, des gros travaux, par exemple, mais il faut qu'elles fournissent un effort pendant, je sais pas, là, 10 minutes, puis après ça, il faut qu'elle décroche, qu'elle fasse un petit d'autres choses, puis pour pouvoir mieux revenir après. Donc, l'analogie que je ferais, c'est que quand tu te concentres juste sur une chose, ben là, tu te fatigues, ça devient, ça devient comme ennuyant. C'est comme si, pour que ton cerveau reste stimulé, ben là, il va porter son attention ailleurs. Puis après ça, il est capable de revenir à la tâche principale là, qui est le devoir, mettons. Mais le H réfère à l'hyperactivité, mais aussi à l'impulsivité. Donc, mais c'est distinct l'un et l'autre. L'hyperactivité, c'est vraiment l'espèce de besoin incontrôlable de bouger, là. Tu sais, chez les enfants, ils vont courir partout, ils sont pas capables de rester assis, il faut tout le temps qu'ils gigotent, tout ça. Les adultes, ça se manifeste plus par, tu sais, la petite jambe qui branle, là, il y en a qui vont beaucoup bouger les mains, qui vont, c'est ça, on sent, là, qui ont l'air comme un peu nerveux, au fond, les adultes, là. Puis, l'impulsivité, mais là, c'est pas juste d'avoir la bougeotte ou tu sais, d'avoir vraiment besoin de bouger, mais c'est vraiment l'incapacité à faire une chose, de réfléchir, en fait, avant de faire la chose, là. Donc, c'est vraiment là, ça peut être je sais pas, les enfants, c'est vraiment de s'engager. Souvent, on a peur qu'ils se mettent en danger parce que c'est vraiment traverser la rue sans regarder. Donc là, il est hyper impulsif. Ça va être d'interrompre les autres, tu sais, qui répondent avant la fin de la question, tu sais, d'être vraiment pressé ou s'ils ont une idée en tête, il faut absolument qu'ils la disent là. Tu sais, c'est comme s'ils n'étaient pas capables d'attendre. Donc, je me reconnais là-dedans. Oui, c'est ça. C'est drôle en fait parce que avant qu'on enregistre ce podcast dans le podcast, Sophie et moi on se disait qu'on interrompt tous les deux les gens probablement par impulsivité ou par spontanéité. Fait que je me reconnais dans cette caractéristique. Même si je bégais, j'ai tendance à interrompre les gens. Ce que j'ai trop hâte de dire. Bref. Oui, mais c'est ça. Mais ça veut pas nécessairement dire que tu as un trouble d'impulsivité. Hein? Là, ça peut être comme tu dis, c'est un peu de l'excitation par rapport au sujet ou des choses comme ça. Donc, tu sais, faut penser que ce que je décris, ça amène des problèmes dans la vie de la personne. Oh mon Dieu! Ça va affecter son fonctionnement. Oui. Ça me fait tellement penser. Mettons, je dis à quelqu'un que je bégais, puis là, la personne est comme, moi aussi, je bégais de temps en temps, fais-toi-en pas, mais tu sais, moi, ça l'emmène des problèmes dans ma vie parce que j'ai un diagnostic de bégaiement. Ah, je viens tellement de faire la même chose! Quel moment épique du podcast! non, mais c'est ça, mais c'est parce que on peut tous se reconnaître dans ce que je décris ou presque, là, tu sais,
Puis à un moment ou l'autre dans notre vie, on va être plus inattentif ou tout ça, mais tu sais, ça veut pas dire qu'on a un trouble. C'est vraiment persistant. Puis c'est pour ça que, tu sais, souvent, je trouve que il y a beaucoup de gens qui se prétendent TDAH parce qu'ils se reconnaissent dans plusieurs choses, mais tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça affecte ta vie? Est-ce que ça affecte tes relations au travail, tes relations sociales? Est-ce que ça affecte ton travail pour vrai? Ou pas tant? T'es fonctionnel. Tu sais, ça va. On n'est pas toujours, on va pas te mettre à l'écart parce que tu coupes tout le temps la parole puis que c'est comme trop fatigant. Je sais pas, mais t'es capable finalement de finir tes travaux même si ça a été laborieux, tu sais. Puis c'est aussi que quand on dit fonctionnel, ben c'est l'énergie que ça te demande. Par exemple, tu sais, tu peux être TDAH puis finir tes travaux, mais avec quelle énergie que ça te prend là, pour le faire. Alors, en tout cas, c'est tout ça. Est-ce que j'ai fait le tour? Conversation riche. Oui. La dernière question qu'on se posait, c'était comment le diagnostic de TDAH se pose? Est-ce qu'on pose un diagnostic de TDAH pour tout le monde ou on précise TDA, TDAH? Dans le fond, comment ça marche? OK. Ben, en ce qui concerne la nomenclature, là, si on en vient à poser un diagnostic de TDAH à quelqu'un, après une évaluation exhaustive et tout, mais ça, on pourra en reparler, peut-être dans un autre podcast, mais on se base en Amérique du Nord sur, c'est notre bible de manuel diagnostic là, des troubles mentaux. Ça s'appelle le DSM. Donc, c'est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Donc, selon le DSM, là, si on est strictement rigoureux, on va dire que la personne est atteinte de TDAH, mais on va écrire soit TDAH à présentation inattentive prédominante, donc une personne qu'on dirait plus TDA, là, mais on va dire TDAH à présentation inattentive prédominante. Donc, on sous-tend qu'il y a peut-être un peu d'impulsivité puis d'hyperactivité, mais c'est vraiment l'inattention qui prédomine. L'autre façon de poser, c'est TDAH à présentation hyperactive impulsive prédominante. Ou la dernière façon, c'est TDAH à présentation combinée. Donc ça, c'est les termes exacts. Puis ça, c'est pour que les professionnels, les médecins, les psychologues, neuropsychologues, tout ça s'entendent sur comment l'écrire, tout ça. Mais au fond, moi, encore dans des rapports de médecins, de psychologues, tu sais, je peux voir que ça peut être inscrit TDA quand la personne qui a diagnostiqué considère que c'est juste un trouble d'attention ou c'est ça, puis TDAH, c'est considère que c'est un trouble d'attention et d'hyperactivité en même temps. Mais bon, c'est juste qu'il se réfère pas à la terminologie du DSM. Mais tu sais, entre toi puis moi, si on dit TDA, on va va comprendre. Si on dit TDAH, on va comprendre aussi, tu sais, la différence. Donc, tu sais, que TDAH, c'est présentation mixte, puis TDA, c'est présentation juste inattentive prédominante. C'est juste qu'on dit pas TDAH pour dire présentatif dans nos petits termes. d'hyper. Oui, juste un trouble d'hyperactivité. OK. Ouais, c'est ça. Parfait. C'est très clair. Mais Parfait. Merci beaucoup pour tes réponses. C'est tellement riche l'information que tu nous partages, mais merci beaucoup pour ta participation à ce podcast dans un podcast. Puis ça me fait penser que ça serait super pertinent de faire un épisode au complet sur les interactions entre le TDAH et le bégaiement. Donc, on se reparlera sûrement prochainement à ce sujet.
ça serait certainement très intéressant. Il y en a tellement à dire, là, ça serait passionnant. Alors, ben, merci à toi, Geneviève, d'avoir fait appel à moi pour ce podcast. Sur ce, je retourne à ma conversation avec Audrey et Judith. J'ai 2 questions par rapport à ça que j'adresse à vous deux. Donc, s'il y en a une qui veut répondre ou ça l'inspire à dire quelque chose, ne vous gênez pas. Je me demande premièrement comment le TDA ou TDAH peut interférer avec le bégaiement. Est-ce qu'un enfant qui est TDA, par exemple, aurait plus de difficultés à appliquer des exercices pour la fluidité? Parce que justement, ça demande d'accorder plus d'attention quand tu parles. Puis, est-ce que le TDA, TDAH est fréquemment associé avec le bégaiement? Ben, en fait, je peux répondre à une partie, là, mais je crois que c'est ça aussi, effectivement, tu sais, les enfants qui ont, là, on parle d'enfants, là, mais ça s'applique aussi pour les adultes, mais si on parle juste d'enfants, tu sais, un enfant qui a un diagnostic de TDA, TDAH, ben, c'est ça, des fois, c'est que l'enfant, justement, il a, comme on disait, la capacité, ses ressources sont limitées, puis quand il arrive pour, on fait une activité, disons, en orthophonie, puis là, on parle, puis après ça, il faut rajouter une charge cognitive pour faire les techniques de fluidité. Là, des fois, c'est sûr que ça dure pas longtemps, tu sais, l'enfant va comme le faire un ou 2 tours de parole, puis là, on n'y pense plus, tu sais, parce que justement, ça fait beaucoup de charges cognitives à avoir pour penser à tout ça en même temps, tu sais. Donc oui, puis c'est pour ça que des fois qu'on dit quand l'enfant prend une médication psychostimulante ou autre type de médication en lien avec le TDAH, là, ben des fois, ça peut faire que l'enfant se dépose, il y a plus d'attention, plus de ressources cognitives pour faire les techniques de fluidité. Mais encore là, ça dépend d'un enfant à l'autre. Il faut vraiment les consulter, bien sûr, le médecin traitant, là, puis pour voir pour une médication, là, faire des essais aussi. Puis c'est pas toutes les personnes qui ont un TDA, TDAH qui ont besoin de médication non plus, pas nécessairement. Donc ça, c'est vraiment, là, c'est du cas par cas, là. Mais oui, je pense que ça peut nuire les difficultés d'attention avec la thérapie en orthophonie, vraiment. Puis même adulte, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, Audrey? Ben, moi, je pense, selon moi, bon, je me souviens pas si je l'ai dit déjà, mais j'ai l'impression que mon TDAH nuit un peu à ma fluidité parfois. Puis c'est ça, j'ai l'impression que ma médication a tendance à m'aider. Mais ça, c'est ça, c'est vraiment une impression, puis c'est vraiment du cas par cas, là, ça c'est moi. Mais oui, c'était quoi mais en la fait, question? Si on fait, puis les techniques de fluidité, tu sais, est-ce que tu en utilises des fois? Est-ce que tu sens que ça peut comme être rapidement là overwhelming, là, tu sais, de faire les techniques, de parler, puis là, à cause du TDAH? Oui, c'est drôle parce que je me rends compte que j'utilise beaucoup les techniques de fluidité quand je prends ma médication. Sinon, je pense pas vraiment à ça. Sinon, je pense que ça peut être vrai, que ça peut aider justement pour bon, je sais pas si ça peut aider, mais en tout cas, je pense que oui, quand on a un TDAH, je pense que ça peut impacter la thérapie un peu, là. Ouais. Ouais. Puis, pour répondre à l'autre partie de la question, Geneviève, tu sais, quand on parle de prévalence de troubles TDA, TDAH, chez les enfants, disons qu'on parle juste des enfants, là, qui bégayent, les études ont des données différentes, là, mais des taux de prévalence qu'on connaît présentement bon, c'est assez varié, là, mais entre 4% et 43%, là, bon, ça donne une étendue qu'il y a quand même pas mal de TDA, TDAH chez les enfants qui bégayent. Si on compare ça aux enfants qui ne bégayent pas, on a à peu près des pourcentages de prévalence autour de 5 à 8% dans la population des gens qui bégayent pas. Donc, ça veut dire que ça se pourrait, ce qu'on pense, c'est peut-être que les personnes qui bégayent, dans ce cas-ci, c'est des données pour les enfants, mais qu'il y aurait plus de TDA, TDAH chez les personnes qui bégayent. Chez les adultes, ce qu'on sait en termes de TDAH et bégaiement, j'ai trouvé une méta-analyse vraiment intéressante qui a été faite en 2020, qui s'est penchée sur 21 études
d'adultes qui bégaient et qui ne bégaient pas pour voir un peu c'est quoi le lien entre le bégaiement et les habiletés attentionnelles. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y aurait un sous-groupe d'adultes qui bégaient qui présenteraient certaines difficultés attentionnelles. Ça ressort quand même assez clairement. En termes de chiffres, on a certaines études là qui montrent que la prévalence chez les adultes qui bégaient de TDAH est entre 4% et 58% des gens, ce qui est quand même l'étendue est large, je sais, mais dans le sens que chaque étude a des pourcentages différents, puis ça nous dit quand même, ces données-là, que c'est plus élevé que dans la population d'adultes qui ne bégaient pas. Donc, on pourrait, les données qu'on a, ça tourne autour du 4% chez les adultes dans la population générale de TDAH. Donc, ce qu'on peut retirer de tout ça comme information, c'est que chez les gens qui bégaient, il y aurait plus de difficultés attentionnelles, voire plus de TDAH, en fait. Ça veut dire que là, c'est intéressant parce qu'on essaie de voir c'est quoi pourquoi, tu sais, c'est quoi la cause de tout ça, tu sais. Est-ce que on sait que c'est un trouble neurodéveloppemental, le bégaiement, la TDAH, est-ce que ça s'alimente ensemble? Est-ce qu'un cause un peu l'autre? Donc, tu sais, c'est encore flou à savoir comment ces deux troubles-là se cohabitent ensemble, qui sont peut-être la cause l'un de l'autre ou pas. Donc, c'est ça. Mais ce qui est quand même intéressant à vous dire, c'est que nous, en tant qu'orthophonistes, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un petit peu plus de TDAH dans nos diagnostics chez nos clients. Et ben dans nos interventions, ce que ça nous amène à faire aussi, c'est d'aller chercher des interventions qui peuvent améliorer les habiletés attentionnelles. C'est pour ça qu'on va aller chercher des éléments de méditation, de pleine conscience, qui ça sont des thérapies relevées efficaces pour aider à canaliser l'attention chez la personne. Donc, puis encore là, ça fonctionne pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde non plus, mais c'est quand même des pistes qui peuvent aider à améliorer les habiletés attentionnelles pour c'est ça, ben là, si on parle de techniques de fluidité, ben pour avoir plus de ressources pour appliquer les techniques de fluidité ou juste pour avoir des habiletés attentionnelles qui sont meilleures, là. Mais tu sais, je dis ça parce que c'est sûr que encore là, en orthophonie, on va pas faire un traitement juste sur l'attention, là, mais dans nos traitements orthophoniques, on peut inclure des éléments à ce niveau-là, là, sur l'attention. Mais c'est sûr que dès qu'on parle de TDA, TDAH, c'est sûr qu'on est plus avec, justement, comme tu dis, j'ai consulté en neuropsychologie ou en psychologie. La médication, on parle d'aller voir le médecin traitant pour la médication. Donc, tu sais, c'est sûr que ça couvre beaucoup de professionnels, là, quand on parle de TDAH. Donc voilà. Mm-hmm. Non, mais c'est vraiment intéressant. Je trouvais ça intéressant aussi le fait que justement le bégaiement, ça commence comme, tu sais, ben il y a des gens, j'imagine, qui sont nés avec ça, mais comme souvent ça commence un petit peu plus loin dans l'enfance, c'est ça commence pas comme tout de suite dès qu'on commence à parler. Puis le TDAH, c'est aussi neurodéveloppemental. Je sais pas s'il y a comme des liens à faire entre les deux, là, ou... Ouais. Je sais pas qu'est-ce que la littérature a dit là-dessus. Ben, c'est sûr que, tu sais, le bégaiement commence quand même assez jeune, normalement, là, entre 2 et 4 ans, là. Ah oui, ok. Souvent, à la fin du 2 ans, là, tu sais, les âges, présentement, là, c'est autour de 33 mois, là, que des moyennes d'âge de onset de bégaiement, qu'on dit en anglais, là, comme l'apparition du bégaiement, là, c'est assez jeune. Ok. Mais encore là, il y a des enfants que ça arrive plus tard aussi, là. Revenons maintenant à notre invité. Tu nous disais tantôt que tu es en couple, que ça se passe super bien. Je sais que ton copain fait partie de la neurodiversité et toi aussi. J'aimerais savoir comment ça se passe par rapport à cet aspect-là dans votre relation. Oui, ben c'est ça. En fait, mon chum a été diagnostiqué dans le trouble du spectre de l'autisme. Ben, dans le fond, avant, ce qu'il y a, ben, c'était appelé Asperger. Puis, ben c'est ça, c'est sûr que c'est vraiment intéressant. Tu sais, depuis le début qu'on est ensemble, tu sais, moi, je m'informe beaucoup sur c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme et tout. C'est sûr que bon, des fois je peux comme un peu trouver comme des similarités entre qu'est-ce que mon chum ou qu'est-ce que
les autres TSA peuvent vivre, puis qu'est-ce que moi je peux vivre avec le bégaiement, mais je pense que c'est deux choses qui prennent racine dans des causes très, très, très différentes. Fait que aussi, tu sais, depuis que je suis avec lui aussi, j'explore aussi c'est quoi les différences qu'on a, moi puis lui. Mais c'est certain, tu sais, qu'on peut se rejoindre sur beaucoup de choses. Moi, ce que j'aimais de lui, c'est que il y a une authenticité émotionnelle qui est quand même assez similaire à la mienne. Puis je trouve que ça fait du bien justement d'être avec quelqu'un qui a avec qui je peux comme connecter à ce niveau-là, parce que souvent j'ai l'impression que les gens vivent pas la même intensité que moi, ou tu sais, c'est ça, que c'est juste différent. Puis avec lui, j'ai vraiment l'impression qu'on connecte un peu au niveau de l'intensité de ce qu'on vit, mais c'est ça. En même temps, il y a aussi beaucoup, beaucoup de différences. Puis c'est sûr que comme tous les couples, tu sais, on a des trucs qui sont difficiles, justement, comme essayer comme d'apprivoiser ces différences-là. Au tout début de notre épisode, tu nous disais que en raison de l'anxiété sociale, c'était difficile pour toi d'être en communication 2 à 2, surtout dans un contexte de date. Mm-hmm. Est-ce que le fait que ton copain a un diagnostic d'Asperger, ça l'a facilité ça ou eu un certain impact sur cet aspect-là? Oui, en fait, je me sentais moins stressée avec lui au début. Tu sais, habituellement, je suis vraiment beaucoup stressée là, quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un, puis c'est des conversations 2 à 2. Fait tu sais, vu que je savais que l'autre personne aussi avait, pas qu'il était nécessairement stressé, parce que c'est pas parce que t'étais à ça que tu fais de l'anxiété sociale, hein. Donc, mais tu sais, comme qu'il y avait aussi une autre barrière à la connexion, à la communication, ou non, là. Ça dépend encore une fois des TSA, mais en tout cas, j'avais l'impression que c'était plus inclusif, justement, parce que j'étais pas la seule à avoir une différence, quelle que soit, tu sais, à ce niveau-là. Fait que oui, je te dirais que moi, ça m'aidait justement à m'enlever la pression sur les épaules. Puis, tu sais, par exemple, dans notre première date, justement, on a juste dessiné en parlant. Puis moi, ça m'a vraiment aidé justement à décrocher. Puis la conversation était plus fluide. Là, je parle pas de bégaiement, je parle d'anxiété surtout. Ouais, une conversation plus fluide quand je mettais pas trop le poids de la conversation, tu sais, sur les deux personnes, tu sais, Ouais, vous étiez plus à l'aise, dans le fond, là, tu l'as fait dessiner. Oui, c'est ça. Vous étiez à l'aise les deux là-dedans, là. Ouais. Puis tu sais, moi aussi, tu sais, parfois, j'ai comme un peu de difficulté avec le eye contact. Je sais pas si c'est comme ça aussi pour d'autres personnes qui bégayent, là. Moi, c'est ça. Je sais que pour certaines personnes TSA, c'est aussi un problème, là. Ce n'est pas pour mon chum, par exemple, qui a pas ce problème-là en particulier, mais tu sais, c'est pour moi, en fait, en tant que personne qui bégaye, le fait de supporter le regard, on dirait que c'est quelque chose d'autre qu'il faut que je pense pendant que je communique, puis ça rajoute justement une autre pression. Ouais. Fait que c'est ça, j'ai l'impression que l'anxiété sociale, là, c'est comme plein de couches, puis quand on se met à juste s'arrêter puis d'y penser, on dirait que ça augmente la pression, puis c'est plus difficile de communiquer. Ouais, parce que c'est vrai que, mais tu sais, t'as raison, tu sais, les gens qui bégayent, de mon expérience clinique, en tout cas, là, ça revient souvent, chez les gens, là, chez les adolescents adultes, je dirais, là, d'établir le contact visuel, de maintenir le contact visuel. Parce que souvent, quand il y a un bégaiement, c'est sûr qu'on a tendance à détourner les yeux, et l'interlocuteur et la personne qui bégaye, de juste plus regarder. Donc, c'est quelque chose qui rend inconfortable, tu sais, de rester dans le contact visuel, là. Fait que oui, c'est assez fréquent, je dirais,
l'humain est comme mal à l'aise, c'est que là, on fait comme, on regarde pas pour comme être, C'est ça. de sortir de ça, de ce malaise-là, puis on regarde plus, tu sais. Un coin, ça revient. Ouais. Ouais. Personnellement, je travaille sur le contact visuel maintenant. Pas parce que je pense que d'entrée de jeu, c'est important, mais parce que je veux le faire. Puis je me rends compte que fermer mes yeux quand je bégayais, c'est aussi pour me concentrer. Oui. Et je me rends compte que quand je réussis, que je bégaye, que je regarde la personne dans les yeux, ben tu sais, pas fixé full intense, mais que c'est naturel que je bégaye, je me sens, ben je le fais spontanément quand je me sens forte, tu sais, quand je me sens sûre de moi. Puis là, je suis consciemment, comme en fait, j'ai conscience que je suis en train de me montrer à la personne avec beaucoup de vulnérabilité, puis que je fais, tu sais, que je me sens assez forte pour que si la personne a une réaction qui est négative, comme froncer les sourcils, par exemple, ou un petit rire, ben je maintiens le contact parce que je me sens assez forte pour ne pas me laisser atteindre par ça. Puis en même temps, c'est peut-être soit parce que je fais confiance à la personne ou parce que je me sens assez forte à ce moment-là pour le faire. Ou assez concentrée aussi, tu sais. Parce que je remarque que plus je suis fatiguée, plus je ferme mes yeux quand je bégaye. Ah oui. Parce que je suis en train... Ben, j'ai fermé mes yeux en disant ça. Puis, tu sais, avec vous, je suis à l'aise, puis c'est le podcast. Fait que, tu sais, là, c'était clairement parce que je commence à être fatiguée. Fait que, il y a les deux, tu sais. Ouais. Puis, Audrey, moi, j'avais une question pour toi. Tu sais, avec ton chum qui a le diagnostic de trouble d'Asperger, qui est anciennement, là, tu sais, anciennement, on disait que c'était trouble envahissant du développement de haut niveau. Fait que là, c'était Asperger, ce qui maintenant est dans la grande famille des TSA, là, du spectre de l'autisme. Tu sais, tu disais que au téléphone, j'aimerais ça que tu nous parles, tu sais, de la relation que lui a avec le téléphone, puis toi, comment vous avez fait pour gérer les appels téléphoniques. Oui, ben tu sais, c'est quand même drôle justement parce que je pense qu'un point commun à beaucoup de personnes qui bégayent, c'est les fameuses conversations téléphoniques, tu sais, de prendre le téléphone puis d'appeler des gens, là, c'est comme un peu notre bête noire, là. Mais j'ai comme apprivoisé ça avec le temps, là, tu sais, je pense au secondaire, tu sais, ma mère, elle me forçait, là, tu sais, t'es comme, non, c'est pas vrai que tu vas éviter des affaires, Audrey, il faut que tu le fasses. Puis, tu sais, t'as fais-le, parce que c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai comme fait beaucoup de prises de parole au téléphone, tu sais, puis je me souviens, là, des fois, c'était tellement stressant, là, de juste retourner l'appel comme d'un futur employeur ou quelque chose comme ça, là, c'était quelque chose qui me faisait pleurer, là, tu sais, quand j'étais ado, là, c'était vraiment stressant. Mais comme, maintenant, j'ai vraiment aucun problème, puis même, des fois, comme, je veux juste bégayer pour comme, sentir le malaise chez l'autre personne, puis voir comment il va réagir, tu sais, puis juste comme un peu provoquer, là, J'adore ça, Ok, c'est Puis ton chum? C'est lui qui aime ça? Oui, mon chum, lui, a comme, il aime moins ça, mettons, appeler comme, par exemple, de prendre des rendez-vous ou des trucs comme ça, tu sais, de prendre le téléphone pour appeler, là. Je sais pas c'est causé par quoi, là, tu sais, c'est probablement pas de l'anxiété sociale, c'est comme quelque chose juste de différent qui est peut-être plus propre à lui, mais c'est ça, tu sais, puis quand justement dans le couple, ben il y a des appels téléphoniques à faire, mais des fois je me propose justement pour faire ces appels-là parce que je sais qu'il aime pas ça nécessairement, tu sais, fait que non, tu sais, c'est rendu banal pour moi là de prendre le téléphone puis d'appeler des gens, là, fait que tu sais, c'est ça, je trouve ça drôle quand même que dans un couple, tu sais, bigamment autiste, ben tu sais, c'est ça, je pense que dans un couple issu de la neurodiversité, ben c'est ça, on va trouver chacun nos points forts puis nos points faibles, puis on va un peu balancer là-dedans, mais en fait c'est vraiment comme un couple normal, tu sais, je pense que chaque personne a ses points forts, ses points faibles, puis c'est ça, on joue avec ça pour que ça nous facilite la vie. Ben, tellement.
par rapport au téléphone, t'es illustratrice scientifique et t'es travailleur autonome. J'imagine que t'es au téléphone souvent à ton travail. Comment ça se passe? Oui, en fait, je suis presque jamais au téléphone. Moi, c'est beaucoup par Zoom. Ouais, mais ouais, c'est Zoom, correct. Téléphone. Mais c'est ça, c'est sûr que le téléphone, ça me stresse plus, là, tu sais, quand c'est des clients, là, ça me stresse plus, mais ouais, par puis en Zoom, plus, Zoom, ils peuvent te voir, ils savent que c'est toi d'avance parce que exactement, il y a un rendez-vous Zoom, ils voient ton visage, puis quand t'appelles au téléphone, c'est beaucoup, tu sais, vu que la personne voit pas, mais il faut que tu te présentes, faut que tu mettes en contexte avant, puis sur Zoom, t'as pas à faire ça. Oui, non, c'est ça. Puis j'ai l'impression aussi que, tu sais, comme quand t'es sur Zoom avec une autre personne, mais t'as pas le choix d'être avec l'autre personne. Tu sais, souvent, quand je bégayais, puis dans des situations sociales, qu'est-ce que j'aimais pas, c'est que l'autre personne, des fois, elle va se mettre à m'ignorer, tu sais, à juste faire comme si elle m'avait pas entendu, tu sais, des fois partir, là. Bon, c'est rare, ça m'arrive, là. Ça m'arrive plus vraiment maintenant, là, mais ça m'a déjà arrivé par le passé, fait que je trouve ça quand même rassurant, Zoom, pour moi. Puis c'est ça, tu sais, je commence tout le temps, comme quand c'est la première fois que je rencontre quelqu'un. Bon, je l'ai pas fait avec toi, Geneviève, parce que toi aussi tu bégayes, hein, mais tu sais, je dis, je t'avertis, je bégaye, donc si ça bug, c'est pas nécessairement ton ordinateur, tu sais, comme de juste commencer comme ça, un peu léger, là, tu sais, juste pour casser la glace. Puis j'aime ça le dire au début parce que moi, après ça me met en confiance parce que je suis pas là à me demander est-ce qu'il se demande pourquoi je parle bizarre? Est-ce qu'il va avoir moins confiance parce qu'il sait pas trop pourquoi je parle comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, comme c'est surtout pour me mettre en confiance moi, là. Ouais. Mais ouais, je suis en train un peu d'explorer la possibilité de ne pas le dire puis de juste maintenant m'assumer totalement, là, sans m'expliquer, là. Mais, est-ce que tu perçois le fait de le dire comme si tu t'excusais ou? Non, c'est juste que maintenant, on dirait que c'est redondant pour moi de le dire. Fait que j'aimerais juste ça peut-être ne plus le dire. Je sais pas. Je vais sûrement faire, c'est comme, des fois, en fait, je le dis, des fois, je le dis pas. Fait que ça dépend, ouais. Comment est-ce que les gens réagissent à cette annonce-là? Je pense que la plupart du temps sont un peu surpris. J'ai l'impression que je ressens un peu de surprise, mais qu'après ça, tu sais, ils prennent bien, là. Ouais. C'est cool. J'avais une question, André, pour toi. Oui. Est-ce que on parlait d'un concours entrepreneurial que tu as fait? Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. En fait, je me suis inscrite à la bourse d'honneur du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec en octobre dernier. Puis bon, j'ai comme été choisie comme finaliste. Puis ensuite, j'ai fait un pitch devant des entrepreneurs. Puis c'est ça, c'était un pitch à distance, mais c'était la première fois que je faisais un pitch. Quand même! Ouais. Puis ça l'a un vraiment pitch d'ascenseur, là, tu sais, comme ils disent. Ouais. Oui, c'était vraiment genre un 5 minutes, là, chronométré et tout. C'était quand même une bonne somme qui était en jeu, là. Fait que, tu sais, c'était la première fois que j'avertissais les gens d'avance que j'avais un bégaiement, si je pouvais avoir une petite période peut-être de plus au cas où est-ce que je bégaye beaucoup, tu sais, parce que on s'entend là, je voulais pas comme me mettre des bâtons dans les roues pour rien, là. Fait que c'est ça, fait que les gens étaient avertis d'avance que j'avais un problème de bégaiement et tout, puis bon, finalement, ça a été super fluide, tu sais, je parlais aussi fluide qu'en ce moment. Puis oui, c'est ça, puis j'ai eu la bourse comme 70 entrepreneurs, je pense, au Québec, là, c'est vraiment, c'est vraiment une bourse, une bourse vraiment le fun, là. Fait que oui, c'est ça, ils donnent ça aux jeunes entrepreneurs d'enfants qui se lancent en entreprise, puis bon, tu sais, il y a aussi là des critères et tout, là, donc oui, c'est ça, ça m'a beaucoup aidé, là, cette bourse-là, à justement continuer en tant que travailleur autonome, puis de pas avoir peur
de foncer dans mes projets plus créatifs, là. Ouais. Ben, bravo! Merci. C'est Yes. vraiment, vraiment chouette. Je me demande, par rapport à ce qu'on disait tantôt, quand tu annonces aux gens, à tes clients que tu bégayes, je suis certaine que dans cette présentation-là, c'était positif de le faire. Et en fait, je me reprends moi-même, là, il n'y a pas de positif ou de négatif à le faire ou pas. Je pense que les deux se valent selon comment on se sent, mais dans cette présentation-là, je peux m'imaginer comment le public s'est dit « Hey, c'est vraiment chouette qu'elle le dise », puis qui ont mieux compris, tu sais. Que la même présentation, sans l'avoir dit, aurait été bonne aussi, mais je pense que quand on le dit, ça nous rend comme plus humain, plus attachant. Puis aussi, ça montre qu'on est authentique et vrai, qu'on cherche pas à le cacher et qu'on en tire profit plutôt que d'essayer de correspondre à une image qui ne fit pas avec qui on est. Et à ce sujet-là, je voulais savoir comment est-ce que le bégaiement, ça s'inscrit, toi, dans ton image d'entrepreneur? Oui, ben c'est ça. En fait, c'est vraiment intéressant comme question parce que je suis un peu ambiguë par rapport à l'entrepreneuriat, puis comment il faut se projeter, puis tu sais, comme moi, à la base, je suis illustratrice, donc artiste, tu sais, fait que je m'associe plus à ce côté-là, mais l'entrepreneuriat, souvent, c'est plus... j'ai l'impression qu'il faut avoir une image, puis comme être constante dans notre image qu'on projette, puis il faut que l'image qu'on aille, ça se reflète un peu partout, mais que ça reflète aussi le besoin des clients, tu sais, pour que le client veuille consommer qu'est-ce que tu proposes. Puis moi, dans le fond, ben dans ma façon d'être, que ça soit avec le bégaiement ou avec le TDAH, ben je suis très... Je me vois plus comme quelqu'un d'organique, tu sais, je suis pas... tu sais, j'essaie de beaucoup standardiser comme mes procédés, mettons, genre, quand je fais un travail pour un client, mais après ça, tu sais, que ça soit dans les communications avec autrui ou moi sur les réseaux sociaux, mais j'essaie de garder ça peut-être plus spontané, moins rigide, moins planifié aussi. Puis c'est un peu ça, mais je trouve que ça reflète un petit peu comment que je vois le bégaiement maintenant. Tu sais, le bégaiement, c'est vraiment... ça apparaît quand tu t'en attends ou quand tu t'en attends pas, puis tu sais, ça va arriver de toute façon, fait que comme tu peux jamais être parfait, tu sais. Comme ça n'arrivera pas. Fait que c'est vraiment de lâcher prise. Puis moi, j'ai comme tout le temps voulu être vraiment authentique. Puis ouais, pis c'est ça. C'est ça, c'est de... Ouais. Je pense que c'était vers là que j'allais, là. C'est vraiment, tu sais, de rendre un peu mon entreprise comme un peu plus à cette image-là, du moins dans mes communications, ouais. Ouais, que ça te reflète toi en tant que personne, mais aussi le bégaiement, comme tu dis, c'est variable de toute façon, fait que ça... C'est comme si le bégaiement, pour avoir, c'est un côté un petit peu artiste, tu sais, qu'on dit ça, artiste, c'est super variable, puis organisé, c'est comme l'entrepreneuriat, super droit, super rigide. Ouais, ben c'est ça, je pense que ça s'insère bien dans l'acceptation, justement. C'est ça vraiment, de s'accepter, c'est de prendre la différence comment qu'elle arrive, puis on n'a pas le contrôle sur tout, puis l'acceptation, c'est vraiment, c'est ça, d'accepter les choses qu'on contrôle pas, tu sais. Ouais, telles qu'elles sont. C'est ça, genre, puis le bégaiement, ben ça se contrôle pas toujours, tu sais, c'est ça, c'est pas toujours, tu sais, ça suit pas, là, tu sais, par exemple, on va commencer à bégayer quand on est jeune, puis là, éventuellement, on va réussir à arrêter de bégayer, puis on va aller au-delà de ça, tu sais, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Ouais, puis ça met tellement de la culpabilité sur les gens qui bégayent, tu sais, de dire, je suis adulte et j'ai pas réussi à arrêter de bégayer, donc là, j'ai comme failed, j'ai échoué, tu sais. C'est comme, ça a tellement pas de sens, tu sais, fait que je trouve ça vraiment
bon qu'on parle de ça aussi, là, puis que c'est comme ça que tu le vis aussi, tu sais, de dire, ben, à travers les années, je vois maintenant, de ce que je comprends, c'est que tu acceptes un peu plus toute ta diversité à toi, en fait, puis tu es capable de te réaliser pleinement au travail avec ta diversité propre. Oui, oui. Donc, Audrey, notre dernière question qu'on aurait pour toi aujourd'hui à l'épisode, on aimerait ça que tu puisses nous décrire pour toi comment a évolué ta vision du bégaiement au courant de ta vie. Oui, ben c'est ça, ben un peu comme j'ai dit au départ, ben au primaire, ça me dérangeait pas. Au secondaire, là, ça me dérangeait beaucoup. Il fallait que j'essaie de trouver une façon de régler ça. Puis un peu plus tard, tu sais, au début de l'âge adulte, là, je voulais essayer de me désensibiliser justement à cette peur-là de bégayer. Parce que je me disais que si je me désensibilisais, que j'allais peut-être diminuer mon bégaiement. Fait que là, j'ai fait beaucoup d'actions, dans le fond, pour me désensibiliser. Puis c'est pour ça que entre autres, que je suis allée travailler dans les musées comme éducatrice scientifique pour vraiment me mettre faire des prises de parole à chaque jour devant le public. Ouais. Mais au final, ben tu sais, je me suis rendu compte que ça a causé beaucoup de stress dans ma vie que j'avais peut-être pas besoin, tu sais. Fait que tu sais, après ça, ben c'est ça, je me suis posé la question si j'avais vraiment besoin de tout le temps affronter ça, de tout le temps devoir être une espèce de guerrière là, à essayer de genre dépasser les limites de mon propre bégaiement puis de comment je me voyais. Fait que là maintenant je suis plus zen, là, je suis comme et genre si j'ai pas besoin de faire d'efforts, ben j'en ferai juste pas, tu sais, puis je vais juste go with the flow. Puis aujourd'hui c'est ça dans mon métier en tant que travailleur autonome, ben j'utilise beaucoup moins ma parole. C'est pas pour ça que je fais ce métier-là, là, en passant, là, mais je trouve qu'il y a vraiment il y a moins de stress justement par rapport à ça. Puis moi, je trouve ça rassurant justement de faire un métier que j'ai pas besoin de me demander le matin si ok là, je suis vraiment dans une grosse phase de bégaiement. Ça me stresse de passer ma journée à parler à des gens, tu sais, parce que souvent, c'est que quand je travaillais dans le musée, mais des fois, j'allais vers les gens parce que, tu sais, c'était ça, mon travail, c'était d'aborder les gens. Puis, des fois, quand j'abordais les gens puis je commençais en bégayant, ben, les gens, ils pouvaient m'ignorer. Tu sais, c'était comme d'être trop confronté à chaque jour. C'est sûr que ça m'a apporté beaucoup, là, tu sais, ça a vraiment fait que j'ai vraiment été désensibilisée aux prises de parole. Puis maintenant, je suis vraiment moins stressée quand il y a des prises de parole publiques, mais j'ai pas à mettre ce stress-là tout le temps, tu sais. Ben oui, ben complètement. Fait que là, c'est ça. Ouais. Puis ça aussi, en ce moment, je travaille beaucoup à suivre mon rythme dans la vie, tu sais, parce que dans la vie de tous les jours, j'essaie d'être rapide dans mes projets, de faire 10 000 choses en même temps, puis je trouve ça beau parce que comme ce cheminement d'acceptation-là de mon rythme, qui est plus lent que qu'est-ce que je voudrais, ben ça fonctionne aussi un peu avec ma vision du bégaiement, tu sais, que c'est ça, le bégaiement, ben il apparaît, puis c'est comme ça. Tu sais, je trouve ça full pertinent ce que tu dis, parce que dans le fond, là, moi, je trouve que le fait de trouver ton rythme, ça veut dire que j'ai l'impression que tu es même autant efficace. Des fois même, on l'est plus parce que tu écoutes ton corps, qu'est-ce qu'il a besoin, et tu travailles dans les moments que tu sens que tu es efficace pour vrai, au lieu de toujours se forcer, OK, je travaille, puis des fois, on se rend compte qu'on n'est pas efficace. Oui, exactement. Genre, puis qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Tu m'as fait penser, c'est que j'ai l'impression que quand on bégaye, puis quand on bloque, j'ai l'impression qu'on pousse un mot. Tu sais, moi, j'ai vraiment cette impression-là, c'est que je pousse un mot, puis c'est comme si je respectais pas mon rythme. Tu sais, je trouve ça beau d'en juste bégayer plus doucement, tu sais, en respectant son rythme. C'est comme, oui, tu vas bégayer, puis juste comme accepte-le, tu sais, puis c'est ça, ça change ma façon de bégayer aussi avec le temps. Fait que j'aime ça.
ça résonne énormément en moi, ce que tu dis, là. J'ai des citations sur le mur de ma chambre, parce que je suis dans ma chambre pendant que j'enregistre. Et la citation, c'est « Aller au même rythme que ton bégaiement, surfe avec lui ». Puis j'essaie de mettre ça en pratique maintenant, là, que, exactement ce que tu viens de nous dire, Audrey, c'est que de pas ajouter des couches à mon bégaiement. Je bégais, puis, tu sais, avant, mettons, c'était « Oh mon Dieu, je bégais, oh mon Dieu, c'est tellement long. » Tu sais, puis le stress, puis là, j'essaie de plus me dire « Je bégais, essaie pas d'aller plus vite parce que c'est pas efficace. » Mm-hmm. Fait que comme là, j'ai bégayé sur ton nom, par exemple, puis je me suis dit, la syllabe va durer ce moment-là, puis c'est correct. Puis c'était plus efficace de faire ça que de me taper sur la tête parce que j'ai bégayé sur cette syllabe-là. Même, je pense qu'on peut arriver à trouver du bien-être pendant que l'on bégaye. Mais ça, c'est une coche au-dessus. Oui, moi, je suis vraiment... je suis vraiment d'accord. Puis comme c'est vraiment depuis que je t'ai rencontré que cette notion-là émerge un peu dans ma tête aussi, là. Ah ouais, mon Dieu! Ouais. Je me sens si flattée. Fait que, écoute, merci beaucoup, Audrey. C'était vraiment, vraiment intéressant de te parler aujourd'hui. Mais merci à vous deux. Je suis vraiment contente d'avoir fait ça avec vous. Oui, mais merci beaucoup de nous avoir partagé ton parcours. J'aimerais juste, avant qu'on finisse, quand on a fait le plan de notre épisode et qu'on s'est rencontrés, ce que tu m'as partagé, ça m'a inspiré une citation que j'aimerais vous partager. C'est une citation de Ralph Waldo Emerson, qui est un philosophe et poète, et ça représente bien ce que tu nous as partagé, notamment par rapport à l'entrepreneuriat. Ça va comme suit. Être nous-mêmes dans un monde qui tente de faire de nous ce que nous ne sommes pas, voilà notre plus grand accomplissement. Et tu m'inspires par ton parcours à accepter qui on est, accepter nos limites. Mais j'aime pas le mot limite, mais accepter comment on fonctionne pour, à partir de là, être au mieux de nous-mêmes. Mm-hmm. C'est ce que tu m'inspires à faire dans ma vie. Avec le bégaiement, mais avec autre chose aussi. Fait que, merci encore beaucoup de t'être partagé aussi généreusement. Merci beaucoup à vous deux. Et à la prochaine! À la prochaine! Salut, c'est encore nous! Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!